Bonsoir et merci de votre attention. Voici les titres du journal. L'ouverture depuis lundi des candidatures pour la formation au métier de l'enseignement dans le cadre de contrats d'alternance à l'ESP, l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Quels sont les projets financés par les deux sénateurs de Guyane avec la réserve parlementaire? Antoine Karam et Georges Patient ont privilégié les communes. Dylan Will de la sélection junior de Guyane a été le plus rapide cet après-midi à Dégradé-Cannes. Il remporte le prologue du Grand Prix cycliste de la Sarah, première course par étape de la saison. Et puis les législatives, Jorel Prévost-Madère, candidate de La République En Marche dans la première circonscription, est l'invitée dans Question de campagne ce soir. Apprendre le métier d'enseignant dans le cadre de contrats d'alternance à l'ESP. Près de 200 places sont disponibles pour la rentrée prochaine dans l'Académie de Guyane qui a un très grand besoin de professeurs. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 juin et les personnes concernées sont détentrices d'une licence, mais aussi les étudiants qui sont en voie d'obtenir cette licence. Les précisions de Laurent Marot. Les noms avec des préfixes relationnels. Donc votre père, il est là. Un cours d'histoire amérindienne à l'université pour des élèves de deuxième année du master métier de l'éducation, professeur des écoles. L'an dernier, certains étaient en alternance avec 1 ou 2 semaines à la fac puis 1 semaine en classe pour un salaire de 1 600 € net. Jean Brice était électricien. Grâce à ce dispositif, il a pu changer de métier. Ce système d'alternance, ça a un peu augmenté ma motivation. Parce que s'il n'y avait pas le salaire qu'on avait proposé, j'aurais pas pu, parce que moi j'ai déjà une famille, pour financer, pour donner à manger à ma famille, mais j'aurais pas pu laisser l'entreprise pour venir ici. Alors moi, je m'étais toujours intéressé à l'enseignement, donc du coup, ça a donné le déclic. Les élèves de Master 1 en alternance sont plus souvent en classe que les autres, une découverte pratique du métier d'enseignant. Ben voilà. C'est vraiment une belle expérience parce que au lieu d'être à la fac et d'avoir aucune idée vraiment du métier et de n'avoir que de la théorie, là on a vraiment une mise en pratique sur le terrain et donc c'est vraiment, on peut avoir confirmation de notre choix de carrière finalement. Sur le plan national, 6 académies sur 31 bénéficient de formations en alternance en Master 1 métier de l'éducation. Cette année, la Guyane propose près de 200 contrats. Cette année, nous devrions être encore sur environ 200 possibilités de formation, 140 pour le premier degré, avec une trentaine sur Saint-Laurent et 110 sur Cayenne, et 60 possibilités dans les formations du second degré. Si l'élève en alternance réussit un concours en fin de Master 1, il devient stagiaire fonctionnaire. La suite de sa formation est alors rémunérée comme les autres élèves. L'alternance dans les métiers de l'éducation, une fenêtre ouverte sur une autre carrière, une autre vie. Sachez aussi que les personnes souhaitant valider leur acquis de compétences peuvent candidater. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc vous porter candidat à ce dispositif, je le rappelle, jusqu'au 16 juin, auprès de l'ESP. Plus d'informations sur le site www.sp-guyane.fr. En bref, dans le conflit du char, les parlementaires guyanais et le président de la CTG ainsi que le président de la commission médicale d'établissement de Cayenne ont décidé d'introduire auprès du tribunal administratif un recours contre l'État pour le non-versement en urgence à l'hôpital de Cayenne de 20 millions d'euros comme le prévoit l'accord de Guyane. 6 millions ont été versés seulement. Une réunion interministérielle est prévue lundi prochain à Paris, selon le sénateur Antoine Karam qui a fait le forcing auprès du gouvernement pour que la situation soit débloquée. Cette réunion pourrait permettre la mise en place de réponses adaptées. Comment les deux sénateurs guyanais ont-ils utilisé en 2016 la réserve parlementaire dont les crédits qui sont accordés chaque année sont votés à l'occasion de la loi des finances à l'Assemblée nationale? Antoine Karam et Georges Patient ont choisi de privilégier les communes plutôt que les associations. Voyons en détail avec Yacine El Gouache les projets qui ont été privilégiés. Comme chaque année, les sénateurs disposent d'une réserve parlementaire servant à financer et à soutenir des projets. En 2016, Antoine Karam a accordé des subventions à 5 communes de Guyane.
Ira Koubou a bénéficié de 22 179 € pour l'éclairage de la place Edmé Lama et l'acquisition d'ordinateurs portables pour les écoles. Makouria bénéficie de 15 000 €, une dotation pour la construction d'un skatepark à Sainte-Agathe. Ouanari, 6 585 €. Il s'agit de la mise en accessibilité du local de la Poste. La commune de Papaïcheton obtient 20 000 € pour la création d'un terrain de football en gazon naturel. Sinamari bénéficie de 15 000 € pour la réfection du plateau sportif. Le sénateur Georges Patient a lui aussi privilégié les communes plutôt que les associations. En 2016, Régina Co a obtenu 10 000 € pour l'aménagement d'un jardin d'enfants. Saint-Georges de l'Oyapock, 10 000 € également pour le raccordement au réseau électrique du village Gabaré. La commune d'Apatou, 9 993 € pour l'acquisition de 3 classes mobiles. Cayenne obtient 18 999 € pour l'acquisition d'équipements sportifs au centre aquatique. Enfin, Monsigny-Tonnet-Grande, 10 000 € pour la couverture du plateau sportif. Le tirage au sort pour l'organisation des débats du premier tour des élections législatives a eu lieu ce midi dans les locaux de Guyane Première en présence d'un huissier de justice et de tous les candidats ou leurs représentants. Un seul candidat n'était pas présent. La rédaction de Guyane Première Télé vous propose 2 débats avec les candidats de la première circonscription le mardi 30 mai et le mercredi 7 juin et 2 autres débats avec les candidats de la seconde circonscription le mercredi 31 mai et le mardi 6 juin. Chaque candidat participera à un débat. Et à 15 jours du premier tour, les rotatives tournent à plein régime pour imprimer les affiches et les professions de foi des 19 candidats en lice dans les 2 circonscriptions. Beaucoup d'activités en ce moment pour la plupart des imprimeurs qui n'ont pas souhaité cependant s'exprimer. Mais une petite entreprise d'impression nous a tout de même ouvert ses portes ce matin. Reportage Anthony Hiller et Franck Fernandez. Imprimer rapidement des quantités moyennes d'affiches ou de flyers n'est pas un problème pour cette imprimerie située à Rémières-Montjoly. Certains candidats aux législatives ont d'ailleurs fait appel à leur service. C'est surtout quand ils sont pressés, qu'ils ont 2-3 choses à faire dans de courts délais. Donc ils se présentent, ils me font des demandes, que ce soit des flyers, des posters, et on essaye de leur donner le plus rapidement possible. C'est quoi votre atout ? La rapidité. Donc on essaye de faire dans un court terme en fait des choses bien. Et ça arrange beaucoup de personnes en fait. Parce que quand c'est des grandes quantités, c'est vrai qu'il faut un jour, 2 jours. Donc voilà. Il n'est pas rare que l'imprimeur rende des petits services qui facilitent grandement les clients. Parfois, ils ont juste les photos et ils n'ont pas forcément le texte, etc. Donc nous, on fait des petites maquettes. Donc ça peut toujours dépanner. Donc voilà, affiches, flyers de diverses tailles. Donc à peu près pour eux, c'est à peu près ça. Les campagnes électorales ne sont pas fréquentes, mais c'est une bonne période pour les imprimeurs. D'ailleurs, ils sont nombreux à ne pas souhaiter s'exprimer sur le sujet. L'invité dans Question de campagne, ce soir nous recevons Jorel Prévost-Madère, candidate investie par La République En Marche dans la première circonscription. Bonsoir Jorel Prévost-Madère. Bonsoir. Vous êtes donc candidate investie par La République En Marche, mais vous vous définissez avant tout comme une régionaliste. Ma question, qu'est-ce que cela veut dire être régionaliste ? Très clairement et très simplement, porter et défendre les intérêts de son territoire, de sa région, la Guyane, en étant dans la République. Ouais. Est-ce que vous êtes une régionaliste de droite, du centre ou de la gauche ? Écoutez, si j'ai accepté l'investiture de En Marche, c'est bien parce qu'il n'y avait pas ce genre de positionnement à devoir donc expliquer. Au sein de ce mouvement, on retrouve des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre. Parce que je considère que les problématiques de la Guyane ne trouveront pas des solutions uniquement de la droite ou de la gauche ou du centre. Ils ont tout de même une fibre, ces candidats qui sont investis par La République En Marche. Une fibre libérale, une fibre sociale, à gauche ou à droite. Vous dites ? Sociodémocrate ? Sociodémocrate, voilà. Comment réagissez-vous à la critique selon laquelle vous seriez la candidate des petits patrons ? Ça, on l'a entendu. Alors,
un, pourquoi est-ce que je considérais que ce soit une critique? Deux, c'est pas une critique, vous dites? Pourquoi est-ce que je considérais que ce soit une critique? Oui. La candidate des patrons. Je rappelle que je suis, depuis de nombreuses années, présidente de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et que nous avons l'habitude de défendre et de représenter effectivement les petites et moyennes entreprises. Deux, ceux qui le disent, on va dire que ça le regarde eux. Moi, je me considère et je me présente en tant que candidate voulant représenter et défendre les intérêts de la Guyane et de la population de la Guyane. Pendant plusieurs années, vous avez été membre du Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que vous considérez cela comme un avantage pour bien aborder le mandat de député si vous êtes élu? Évidemment, parce que c'est une véritable école que le Conseil économique, social et environnemental. Je rappelle qu'elle représente les différentes strates de la société et ce qu'on y apprend, c'est à écouter, à entendre l'autre, à échanger, à ne pas camper sur des positions et donc à trouver des solutions communes. Donc c'est une belle école de la vie, mais le Conseil économique, social et environnemental m'a aussi permis donc de développer un relationnel, puisque au sein de cette instance, je peux représenter au sein, par exemple, de la Commission nationale d'évaluation des politiques outre-mer, travailler à différents dossiers. Donc, on est en contact avec des personnes du gouvernement, parfois. Et donc, c'est bien ce que je mets en avant. C'est non seulement mon expérience, qui date depuis 6 ans maintenant, mais aussi le lobbying que j'ai pu y développer. Cela permet de constituer des réseaux. Absolument. Oui. L'accord de Guyane prévoit la mise en place d'une zone franche sociale et fiscale pendant 10 ans. Il faudra faire voter la loi à l'Assemblée nationale. Quelle sera la bonne stratégie pour y parvenir, d'autant que les autres régions d'outre-mer vont certainement réclamer leur part du gâteau et que cette mesure soit appliquée dans leurs territoires respectifs? Alors, très exactement, vous devez savoir que Mayotte, déjà, s'est positionnée en disant qu'elle voudrait, si cette loi était mise en place, effectivement, donc qui permette l'application d'une zone franche fiscale et sociale, qu'elle puisse être appliquée également à Mayotte. Ce qui peut se concevoir, puisque 2 territoires sont quasiment jumeaux dans les problématiques, c'est bien la Guyane et Mayotte. La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sont également en attente. Si cela devait être mis en application, mis en œuvre pour nos territoires, ils demanderaient certainement à en bénéficier. Par contre, ce que nous mettons en avant concernant la Guyane, c'est ce que le Conseil constitutionnel a reconnu dans un jugement le 31 octobre 2016, c'est que la Guyane a effectivement un certain nombre de particularités, de spécificités et de difficultés qui ne sont pas les mêmes dans les autres territoires. Une dernière chose, Joëlle Prévost-Madère, vous avez été battu au second tour des élections législatives en 2012, 45% des voix. Au deuxième tour, est-ce que vous pensez avoir toutes les armes aujourd'hui pour l'emporter? Écoutez, au lieu de répondre à cette question, je dirais plutôt que ce qui m'inquiète, c'est que déjà en 2012, je parlais de la situation que nous connaissons en 2017 et qui a conduit à ce mouvement. Les choses ne sont pas encore réglées, les choses ne sont pas encore définitivement résolues. Il est important d'avoir des parlementaires qui sécurisent ce qui a été obtenu pour l'instant, oui. Mais il y a encore un travail long à faire, un chemin pour pouvoir finaliser, justement. Merci Joëlle Prévost-Madère. On parlera de tout ça, bien entendu, dans les débats qu'organise Guyane Première dans les jours qui viennent. Voyons tout de suite la liste complète des candidats qui sont en lice dans la première circonscription. Michel Sabas, candidat d'Hiver Gauche. Claire Albanesi, La France Insoumise. Julien Deroche, sans étiquette. Gabriel Serville, Parti socialiste guyanais. Dimitri Gouard, sans étiquette. Lynn Létard, candidate Walwari Nouvelle Force de Guyane. Sylvio Létard pour la DIG, la défense des intérêts de la Guyane. Armand Achille, candidat sans étiquette. Joëlle Prévost-Madère, La République En Marche. Michel Kwame, Divers Droite.
Et il sera question de politique dans Club Hebdo ce week-end. La juriste Doris Privat-Tablon est l'invitée de l'émission. Elle revient entre autres sur le très grand nombre de candidats aux prochaines législatives et sur la jeunesse de certains candidats également. On l'écoute. Je pense que les cartes ont vraiment été rebattues à la fois par le mouvement social et par l'élection d'Emmanuel Macron. On sent une espèce de volonté de... Emmanuel Macron est arrivé à l'issue du premier tour en Guyane en 4e position. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui m'a surprise, en tout cas, c'est qu'au moment de son élection, le jour même de l'élection, il y avait beaucoup de personnes qui disaient, bon, c'était entre la peste et le choléra, voilà. Et finalement, les jours d'après, on a senti une espèce d'envie d'y croire. Je l'ai ressenti un peu comme ça. Des signes de chance. Oui, voilà. Beaucoup ont tenté d'avoir l'investiture. Oui, et puis se disaient, bon, tant qu'à faire, laissons-lui une chance, voyons ce que ça donnera. C'est l'opportunisme, Madame Tablon. Moi, je ne sais, je préfère voir le verre à moitié plein, à moitié vide et plus optimiste. Très souvent, on demande du sang neuf, du renouveau, etc. Et quand effectivement il y a du sang neuf, on dit mais peut-être qu'ils n'ont pas encore d'expérience, ils sont un peu trop jeunes, etc. Donc non, tant mieux. Après, encore une fois, à mon avis, ce n'est pas l'âge qui doit être mis en avant, c'est à la fois la capacité qu'aura le candidat à défendre les intérêts de la Guyane, à scruter à la loupe justement tous ces textes qui seront votés, et puis sa combativité, j'allais dire, parce qu'on entre dans un combat. Voilà, Club Hebdo demain à 18h25 sur Guyane Première. Le Guyana a fêté aujourd'hui le 51e anniversaire de son indépendance, l'occasion de s'intéresser à une partie de la communauté guyanaine qui a émigré en Guyane et qui est aujourd'hui pleinement intégrée. La nouvelle génération née en Guyane revendique d'ailleurs l'identité guyanaise. Rencontre avec Karine, une jeune Guyanaise d'origine guyanienne. Le reportage de José Charles Nicolas et Claude Diani. Il serait 5000 environ en situation régulière, les ressortissants guyaniens selon certaines estimations. C'est à l'occasion de fêtes religieuses du calendrier hindou que l'on peut estimer leur nombre. Karen d'ailleurs fait partie de cette communauté. Ses parents, eux, sont arrivés en Guyane début des années 80, au plus fort de la crise économique qui frappait alors l'ex-Guyane anglaise. Vu que l'argent était très bas là-bas, et au niveau du travail, c'était pas trop ça. Mon père, il était cultiveur de canne. Et je pense que ça lui plaisait pas. Donc il a voulu changer de vie et tout changer et tout recommencer à zéro. Donc il est venu en Guyane pour tout changer avec ma mère. Ignorant tout de la France et de sa culture, les parents de Karen vont malgré tout s'intégrer, s'insérer professionnellement et surtout élever une famille. Tout cela non sans sacrifice. Ils ne savaient pas du tout parler le français, donc ils ont essayé de s'en sortir comme ni lire ni écrire. Donc ils ont essayé de s'en sortir comme ils pouvaient. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont une bonne vie aujourd'hui et ils ne regrettent pas d'avoir quitté le Guyana. Si beaucoup de ces originaires du Guyana sont aujourd'hui bien intégrés, les Guyaniens malgré tout pâtissent d'une mauvaise réputation, liée malheureusement à certains actes de délinquance. C'est vrai que l'image qu'on a des Guyaniens ici, surtout des Anglais, les Anglais, c'est que souvent les braqueurs et tout, ils viennent souvent du Guyana et ça donne une très mauvaise image du Guyana et même de nous-mêmes parce que j'ai des origines du Guyana et ça me déplaît vraiment et j'ai vraiment envie de me battre contre ça parce que c'est vrai qu'ils viennent du Guyana mais nous ne sommes pas tous pareils. Pas d'amalgame hâtif donc, surtout pour ces descendants d'originaires du Guyana, ceux de la génération de Karen qui se disent aujourd'hui profondément guyanais. L'actualité sportive avec la qualification sur 100 mètres nage libre de Mehdi Metella pour les mondiaux qui se dérouleront du 23 au 30 juillet. Metella, sacré champion de France, a nagé en 48 secondes 23 centièmes, en dessous du temps qualificatif pour Budapest, fixé à 48 secondes et 58 centièmes. Le Grand Prix cycliste de la Sahara en Guyane, première grande course à étape de la saison. Les coureurs ont disputé le prologue cet après-midi à Degradé-Khan. Et c'est le jeune Guyanais de la sélection junior qui s'est montré le plus véloce. Dylan Will a remporté le contre-la-montre. José Blaisès et Éric Boutin. 81 coureurs représentant 11 équipes se sont inscrits pour cette nouvelle édition du Grand Prix Sahara. Une course par étapes, la première de la saison 2017 en Guyane. Une seule équipe invitée, le Madinda Bikers de la Martinique, emmené par ses coureurs expérimentés, Hervé Arcade et Michael Laurent. Nous sommes là en préparation, on est là pour faire la course, on n'est pas là pour
pour écraser quoi que ce soit. C'est vrai qu'on aime bien la Guyane, on aime bien venir ici. Et puis bon, on va essayer de faire monter le niveau comme il faut. Le parcours long de 5 km part de l'ancienne route de Dégradé-Cannes face au parc des activités. Les coureurs empruntent la RN3, la zone portuaire, le parc des activités et l'arrivée est jugée devant l'entrée de la Sahara. Tous les spécialistes du contre-la-montre sont là. Loïc John, Teresa Niemoy de l'Espoir Cycliste, Teddy Ringuet de l'USL Montjoly, Vincent Lebel du VCK, Patrice de Lescando du VCG et nos invités de la Martinique, pour ne citer que ceux-là. Il fait très chaud sur le parcours accidenté et plein de virages. Les premiers chronos sont moyens. Mais lorsque l'on nous annonce 6 minutes 22 secondes, c'est le Martiniquais Mickaël Laurent qui en est l'auteur. Sur la ligne d'arrivée, c'est l'effervescence. Mais un autre coureur fait aussi parler de lui, Dylan Will du club Guyane Junior CTG. 6 minutes 16, c'est le meilleur temps de ce prologue vainqueur du contre-la-montre long de 5 km. Il va partir avec le maillot jaune sur les épaules. Je suis vraiment étonné de ma performance parce que ça fait quand même un mois que je suis malade. Je suis tombé malade dès que je suis revenu de Martinique. Donc du coup, j'ai même pas pu finir de course parce que j'étais vraiment encombré, tout ça. Et là, ça allait mieux depuis le début de la semaine, mais je me suis vraiment étonné sur ce chrono. Maintenant que j'ai le maillot jaune, c'est le garder. Bon, je suis plutôt satisfait quand même. Je pense que j'aurais pu mieux faire. Bon, il y a quelques petits réglages à revoir, mais je suis quand même satisfait. J'ai misé sur un vélo traditionnel. Je fais quand même un bon chrono. Donc ça va. Bon, on crache pas sur une victoire. Ça aurait été bien quand même d'avoir la victoire. Après, il y a encore 2 autres étapes. Donc avoir la charge de la course sur les épaules, ça va pas être évident. Donc on est quand même sur une bonne posture. Il a fait un très bon chrono sur une étape qui arrivait en pleine bosse. Bon, c'est très bien pour lui. Pour moi, je suis satisfait. C'est vrai que je ne suis pas venu avec le matériel, mais avec un vélo simple et je fais un bon temps. Je suis très fier et je pense que la sensation est là. Et puis on verra par rapport à l'étape de demain. Dylan Will partira demain avec le maillot jaune sur les épaules pour la 2e étape longue de 100 km. Orville Wins porte le maillot bleu et Steven Payet le maillot blanc du meilleur junior. C'est la fête des mères dimanche. En plus des traditionnelles fleurs et des cadeaux que recevront toutes les mamans de Guyane, elles apprécieront certainement aussi une petite gourmandise, le chocolat, surtout s'il est fabriqué de manière artisanale. Vanessa Porphyre et Martial Grit se sont rendus chez un artisan chocolatier pour découvrir les petits secrets du métier. Stéphane est artisan chocolatier, un métier qu'il a appris à l'âge de 14 ans en Normandie. En 2016, quand il a ouvert sa boulangerie-pâtisserie en Guyane, le chocolat est toujours resté sa passion. Il le travaille avec amour. Il nous dévoile le secret d'un chocolat onctueux et savoureux. Pour avoir un chocolat bien onctueux, il faut qu'il soit à bonne température, donc c'est-à-dire 28 degrés pour le lait et 30-32 degrés pour le noir. Sinon, il ne se démoule pas et il n'est pas brillant et la conservation est beaucoup moins longue si le chocolat n'est pas à température. On place le chocolat au frais. Prochaine étape, le démoulage. L'opération est délicate. Pour réaliser des structures toutes en chocolat, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le chocolat le plus difficile à travailler, c'est le chocolat blanc. Il y a très peu de chocolat dedans. Il y a du sucre, du lait et du beurre de cacao. Donc c'est très difficile ici en Guyane en plus parce qu'avec la chaleur, c'est très difficile de le conserver et de le travailler ici, même en climatisation. Chloé suit attentivement les instructions de son père. Elle compte bien prendre la relève. Elle est inscrite dans un centre de formation des apprentis. Pour cet artisan, l'apprentissage est la voie royale pour former de bons chocolatiers. Pour moi, je trouve normal de transmettre mon savoir aux jeunes. Malgré les difficultés du métier, il faut se lever de bonne heure le matin et surtout, il faut travailler les week-ends et jours fériés. Chez les jeunes, c'est ce qui freine le plus les jeunes, c'est travailler les week-ends et jours fériés. Les douceurs et autres gourmandises chocolatées sont enfin prêtes. Des chocolats préparés pour célébrer la fête des mères.
C'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Parmi les titres que nous avons développés, l'ouverture des candidatures jusqu'au 16 juin pour la formation en alternance à l'École supérieure du professorat et de l'éducation pour devenir enseignant. Joëlle Prévost-Madère, candidate aux législatives de La République En Marche dans la première circonscription, était ce soir l'invitée de Questions de campagne. Dans un instant, la météo. Demain, vous retrouverez à 19h30 Lélia Chérubin-Jeannette. Très bonne soirée à tous. À Renaud de Soleil.